Donc nous sommes en retard de 5 minutes, donc on va commencer. Et mon poste est en train de se mettre à jour, donc on ne va pas faire la présentation tout de suite. On va attendre tranquillement que la présentation du dojo soit faite. Voilà, donc tout à l'heure on aura une présentation. Alors le dojo, c'est un espace de coworking qui nous a accueillis. C'est beaucoup plus qu'un espace de coworking, laisse-moi faire la présentation de dojo. Okay. Ça c'est ça, voilà, ça va se faire. Et puis après, je reprendrai la main pour vous expliquer la suite. Alors, bonjour à tous et bienvenue chez Dojo. Alors donc, Dojo, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas un espace de coworking? Dojo, c'est un centre de recherche en innovation économique. Et dans ce cadre-là, nous avons été les premiers à introduire en France le coworking dès 2007. En fait, on pensait inventer quelque chose, ben non, on était 14e dans le monde. Ça va, ça reste raisonnable. Dans la foulée, on a enchaîné en inventant, en étant le premier accélérateur de start-up privé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un accélérateur de start-up? C'est une entreprise qui prend des parts dans des start-up en les accompagnant. En échange, c'est comme une société de conseil, mais comme les start-up n'ont pas les moyens de payer le conseil, elles payent en parts. Donc, on a continué à innover. On a lancé le The Voice, des concours à la forme de The Voice. On forme les start-up sur un sujet, on les teste sur ce sujet lors d'un événement, on écrème les plus mauvais, puis on les forme celles qui restent sur un sujet, on les teste sur ce sujet lors d'un événement, et on écrème les plus mauvais, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un ou deux, selon le concours. Toujours est-il que ça, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Dojo, on a vocation à avoir de l'impact et à aider ceux qui veulent avoir de l'impact. Comment est-ce qu'on le fait? Vous l'avez un petit peu compris, on le fait en créant des outils, des méthodes. Ces outils sont maintenant enseignés en MBA avec l'école des ponts. Cambridge et Berkeley étudient à les utiliser également. Donc voilà, Dojo, c'est extrêmement complexe, ça touche à l'innovation. Et justement, je vais vous parler de plusieurs choses, et notamment un petit peu d'immobilier, mais pour un petit peu taper l'immobilier, je vais vous parler de Business Angel, et je vais vous parler d'une opération qu'on a montée avec Dojo, suite à un challenge par Julien pour proposer une opération simili-immobilière d'investissement très intéressante qu'on a appelée 4046. Alors j'ai en théorie un quart d'heure pour faire tout ça. Heureusement l'ordinateur va me donner un peu plus de temps parce que normalement c'est prévu pour à peu près le quadruple. Allons-y tout de suite. Alors je vais commencer par vous expliquer pourquoi, à mes yeux, l'immobilier c'est pas vraiment le moment pour y aller. Plus exactement, l'immobilier, on est en plein dans une bulle immobilière. Alors moi j'ai eu de la chance, j'ai investi au début de la bulle immobilière et j'ai revendu il y a quelques temps. Pourquoi est-ce qu'on est dans une bulle immobilière? Parce qu'en fait, l'immobilier, il y a une histoire de personnes qui achètent des appartements et d'autres personnes qui les louent, et il y a un ratio entre le prix de l'achat par rapport au prix de la location. Alors, j'ai pas eu le temps de vous faire des jolis slides, donc je vais le faire, t'inquiète, je vais bouger le... Fondamentalement, je vais vous montrer un truc qui s'appelle le tunnel de Frigit. Frigit, c'est un gros malade qui a fait des courbes sur le ratio prix de l'immobilier, prix de la location sur 600 ans. C'est un gros malade, et il a raison. Si vous voulez étudier les périodes longues, c'est ce qu'il faut faire. Alors, ça n'a pas vraiment de sens avant 1965, mais fondamentalement, à partir de 1965, il s'est aperçu que ça faisait une sorte d'oscillation comme ça. Donc ça oscillait régulièrement, le prix de l'immobilier, le ratio prix de l'achat par rapport à la location faisait comme ça. Et puis à partir de 2000, en fait techniquement c'est 1997 ici, et 2000 là, on est sorti de ce qu'on appelle le tunnel de Frigit, et on a fait une pique comme ça. Alors, j'ai pas les derniers chiffres pour ces dernières années, mais grosso modo, on est là. Donc, si vous voulez mon avis, on est en plein dans une bulle spéculative. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'immobilier du tout. Il y a toujours moyen de faire des bonnes affaires quand un marché déconne. Mais, à mon sens, ce n'est pas le meilleur moment. Alors, je vais vous ouvrir les yeux sur d'autres opportunités d'investissement, et notamment l'investissement start-up.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors déjà, je me suis pas servi du logo Dojo, regardez comme il est beau. Alors ça c'est une présentation que je fais quand elle a envie. Ça c'est une présentation que je fais pour présenter l'univers des startups à des professionnels sur leur lieu de travail, dans le cadre d'une association qui s'appelle Casual Angel qu'on a lancée pour démocratiser le rôle de Business Angel. Donc je vais vous la faire en méga accéléré, donc il y a plein de slides que je vais sauter. Les premiers slides c'était pour dire, avec ce qu'on faisait avec Youth in Finance, dans le cadre Traders to Business Angel, les sociétés ont besoin de s'adapter, parce que même les grandes entreprises se cassent la gueule, donc 52% des 500 plus grandes entreprises ont disparu, des 500 plus grandes entreprises ces 15 dernières années. Donc même ça, c'est en train de vous dire la bourse n'est pas si géniale que ça. Ça, il est intéressant de faire de l'innovation. Et maintenant, rentrons dans le détail de ce qui va vous intéresser. C'est quoi une start-up? C'est un mot qu'on entend souvent, mais on ne comprend pas ce que c'est. Déjà, le nom, il n'est pas bon, en fait. Le mot, il donne envie, ça start-up. Ouais, bah, sauf qu'en fait, une start-up, ça commence par aller vers le bas. Fondamentalement, la différence entre une start-up et une entreprise classique, une PME, elle va avoir un petit peu d'argent, le réinvestir, croître et progresser de façon quasiment linéaire en général. Une start-up, ça va commencer par creuser, donc ça c'est la PME, la start-up elle va commencer par creuser un trou. Un trou qui va lui permettre d'aller chercher une croissance plus rapide que celle de l'entreprise classique, jusqu'à atteindre ce qu'on appelle le break-even. Et après, elle rattrape l'entreprise classique et elle l'explose dans la course de vitesse. C'est un petit peu le lièvre et la tortue, sauf que la course est plus longue. Sur le long terme, le lièvre il gagne, si on rallonge la course. Alors, le problème c'est qu'il y a ce trou. Ce trou qui a longtemps été appelé la vallée de la mort. Comment est-ce que fait la start-up pour survivre en creusant un gouffre financier? Alors les premiers euros, ils sont mis par les fondateurs eux-mêmes. Parce qu'ils ne vont pas dire à des gens d'investir dans leur entreprise s'ils n'osent pas investir eux-mêmes dans leur entreprise. Et après vient l'étage dont on appelle le Friends, Family and Fools. Alors en fait, on dit ça, mais c'est un étage vachement intéressant. C'est un étage où des gens mettent pas grand-chose pour avoir des parts significatives d'une entreprise qui potentiellement peut valoir beaucoup. Ensuite vient l'ère des business angels proprement dit. Business angels, c'est des gens qui ont l'habitude de le faire plus régulièrement. Et enfin vient l'ère des fonds d'investissement, pré-seed, seed, early stage. Donc le early stage d'un point de vue du business angel, c'est pas early du tout, c'est après soi. Et donc c'est des gens qui achètent des morceaux de la startup, donc des parts. Pour ceux qui étaient là ce matin, vous avez entendu parler des actions, c'est fondamentalement la même chose. Ils achètent des morceaux de droits de propriété de l'entreprise en espérant qu'elle vaudra beaucoup plus cher plus tard. Fondamentalement, un investissement, c'est j'achète quelque chose et j'espère le revendre plus cher. Dans certains cas, ces choses qu'on achète produisent d'autres choses qui ont des revenus et nous génèrent des revenus. Dans le cas de la start-up, c'est anecdotique. C'est pas anecdotique dans le cas d'une action. Si j'achète des actions EDF, je suis très content d'avoir des dividendes. Si j'achetais une action Apple sous Steve Jobs, j'avais 0 dividende parce que la politique de Steve Jobs c'était de réinvestir l'intégralité des bénéfices dans l'entreprise. C'est notamment ce qui a permis à Apple de devenir la première capitalisation boursière du monde. Mais donc fondamentalement, une start-up, elle ne distribue pas de dividendes, mais comme son chiffre d'affaires à terme croît très vite, sa valeur explose. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de personnes qui investissent? Parce que si les startups, c'est vachement profitable, c'est aussi vachement dangereux. Mais il y a un truc qui est vachement intéressant avec la psychologie humaine. Nous sommes des moutons averses au risque. On veut tous faire la même chose et on a vachement peur du risque. Pourquoi? Parce que nos processus cognitifs sont basés sur des décisions de vie ou de mort. Notre cerveau a évolué dans un environnement naturel où si on faisait une erreur de raisonnement, on mourrait. Donc il fallait plutôt être plus prudent que pas assez. Ça n'a absolument pas cours avec l'argent, ça. Plein d'argent n'est pas mortel, il faut vous en souvenir. Donc, être super prudent avec son argent, c'est être mathématiquement dans l'erreur.
il faut regarder l'espérance de gain. Et fondamentalement, on peut estimer que quand vous divisez le risque par 2, vous divisez l'espérance de gain par 2. Plus c'est risqué, plus c'est profitable. C'est à peu près vrai tout le temps. Parce que c'est bien le mécanisme cognitif du cerveau humain. C'est donc vrai tout le temps, à toutes les époques et dans toutes les cultures. À peu près. Après, il y a des biais cognitifs de perception du risque par tout un chacun. On est dans une société qui perçoit le risque moindre pour l'immobilier. À d'autres époques, ce n'était pas le cas, et dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Mais donc voilà, cette notion-là et ce côté, une start-up, sur 164 start-up financées en seed, il y en a 86 qui arrivent à se faire financer un deuxième tour, il y en a que 58 qui arrivent à se faire financer un troisième tour, etc. Il y a encore plus de déchets, entre guillemets, sur les tours d'avant. Alors pourquoi les gens y vont quand même? Parce qu'en moyenne, un fonds d'investissement de seed, donc c'est-à-dire à peu près à ce moment-là, un fonds d'investissement de seed fait x4 en 10 ans. Je vous laisse comparer ça avec un plan d'épargne logement, un placement immobilier à 3%, ou simplement la bourse. x4 en 10 ans. C'est une moyenne marché, ce n'est pas les meilleurs. Et ça, c'est le seed. En fait, les business angels, s'ils font bien leur job, ils font mieux. Parce que comme je l'ai dit, plus c'est risqué, plus c'est profitable en espérance. Tu peux te casser la gueule beaucoup plus souvent, mais si jamais tu réussis, tu fais des beaucoup plus gros jackpots. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail beaucoup, mais fondamentalement, il y a 4 phases dans la vie d'une start-up. Dans la tête des gens, un business angel, c'est quelqu'un qui paye l'ISF. Ça, c'est notamment dû à une erreur française d'avoir fait une loi centrée sur les gens avec une grosse fortune, les gens qui payent l'ISF, pour leur permettre de défiscaliser quand ils investissent dans les startups. Mais la réalité, c'est qu'on peut devenir business angel pour le prix de son budget clope et si on décide d'arrêter de fumer. En fait, il y a 4 phases dans la vie d'une startup: idéation, incubation, accélération, expansion. Je ne vous rentre pas le détail de cet outil qui est un outil très intéressant pour ceux qui voudraient vraiment devenir business angel. Mais à partir de 5 000 €, quand on investit très tôt dans la phase où la startup n'a pas encore matérialisé quoi que ce soit, on passe de l'idée à un projet bien défini avec un plan de bataille qui changera, mais un plan de bataille écrit. 5 000 €, ça vaut 5%. Ouais, donc un budget clope, c'est très facilement 2 500 € par an. Très facilement. Ouais, donc je prends 2,5% d'une start-up avec un budget clope. Je vais pas en vacances au ski. Selon le niveau de luxe que je mets dans mes vacances au ski, c'est entre 500 et 5 000 €. Une semaine ou 15 jours, peu importe. On voit tout de suite que ça peut faire des petits. Certaines de ces startups, demain, ce seront des licornes, comme la petite bestiole qui est là-bas. Une licorne, c'est une startup qui vaut 1 milliard en capitalisation. Si les 100% de la startup valent 1 milliard, si vous avez pris 1% très très jeune, vous avez 1% d'1 milliard. Bon, ça c'est rarissime. Hein. Si on a choisi le terme licorne, c'est parce que la licorne, c'est un animal légendaire qui n'existe pas et qu'on ne voit jamais. Mais maintenant, ça c'est quand le terme licorne est apparu, c'était vrai. Il n'y en avait pas beaucoup de licornes. Maintenant, il y en a plusieurs centaines. Donc, toujours est-il que ça, c'est très très rare de pouvoir investir là-dedans. En général, il faut connaître les personnes. Plus généralement, on peut investir à l'étage incubation. Là, pour 20 000 €, on a 5%. C'est un forfait. C'est Dojo qui a normé le fait que c'était à peu près ça. Et donc ça, c'est un outil Dojo. Ensuite, c'est ce qu'on appelle dilutif. Mais ce qui est intéressant sur le business angel, c'est la partie angel. Ce qu'on y gagne, c'est pas uniquement de l'argent. Il y a de fortes chances que l'argent vous intéresse, mais en fait, vous êtes des humains, c'est pas ce qui vous intéresse en plus. Ce qui vous intéresse le plus, c'est l'émotion. Donc c'est quoi un business angel? C'est quelqu'un qui investit, mais c'est pas quelqu'un qui investit juste pour fuir les taxes. Il y a plein de façons de fuir les taxes en France, et si vous payez beaucoup d'impôts en France, c'est que vous ne faites pas bien votre job de citoyen. Parce qu'en fait, l'État vous manipule en vous donnant plein de niches fiscales pour vous inciter à faire des choses intéressantes pour l'économie. Et si vous ne suivez pas ces incitations fiscales, vous n'aidez pas l'État à mettre de l'argent où l'économie en a besoin. Donc,
L'État vous incite à mettre... Alors l'État vous incite des fois à faire des conneries, parce que comme les députés ont plein de biens immobiliers eux-mêmes, et qu'il y a une culture, quand l'immobilier va, tout va, chez les politiques, ils ont fait plein de niches fiscales pour l'immobilier. Comme ça, les députés qui ont de l'immobilier sont contents. Il y a une bulle immobilière qui est entretenue, et leurs biens immobiliers sont valorisés. Mais il ne faut pas suivre que les niches fiscales. Il y a d'autres incitations fiscales, notamment des incitations fiscales pour investir dans les entreprises jeunes, pour favoriser la croissance économique et l'emploi. Et donc, il ne faut pas le faire juste pour fuir les taxes, mais il ne faut pas hésiter à s'en servir. Cette année, il me semble que c'est 25% la défiscalisation quand vous investissez dans une start-up. 25%. Je mets 100, il y a l'État qui m'en rend 25. Admettons, je ne fais pas le x4 en 10 ans, je me contente de revendre un peu plus tard à la valeur de 100. J'ai gagné 25. Donc, c'est vachement intéressant ça. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure quand je parlerai de 4046. Mais alors, un business angel, il investit avec sa passion. Il y a une phrase qui est fondamentalement fausse. Vos parents vos parents vous ont sans doute raconté qu'il ne fallait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En fait, cette phrase, elle est fausse car incomplète. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier si on ne veut pas, risquer de tout perdre. Vu que la plaie d'argent n'est pas mortelle, on s'en fout de tout perdre. Deuxièmement, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier si on n'a pas la main sur la anse. C'est très difficile d'avoir la main sur 500 paniers. C'est relativement facile d'avoir la main sur un panier. Donc en fait, un business angel, il doit investir dans une start-up qui lui le fait vibrer, parce que si cette start-up le fait vibrer, il va avoir envie de l'aider, de lui donner des conseils, et en l'aidant et en lui donnant des conseils, et donc en méritant son titre de angel, il va lui augmenter ses chances de survie. Et en augmentant ses chances de survie, il va augmenter ses chances de gain. Donc c'est beau, le monde est bien fait. Les gens qui se comportent bien, eh ben, ils sont statistiquement mieux récompensés. Un business angel, il est attentionné et patient. Il y a une phrase que j'adore dans l'univers startup, c'est qu'il faut travailler des années pour un succès d'une nuit. L'image d'Épinal qu'on a, c'est ces startups qui ont fait fortune en très très peu de temps. On a mis le logiciel en ligne, il y a eu un succès foudroyant. Oui, enfin, ils ont travaillé des années pour avoir ce logiciel prêt et qui marche nickel du premier coup. Et d'ailleurs, il ne marche pas nickel du premier coup, il y a eu des itérations. Donc, un business angel attentionné et patient. Il ose prendre des risques, pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure. Et ils sont récompensés en argent, mais aussi en émotion. Le sentiment d'avoir aidé une start-up à émerger, un entrepreneur à se réaliser. Et eux-mêmes, ils vont progresser en travaillant à aider la start-up. Donc, il y a plein de façons dont on peut aider une start-up. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, puisqu'on n'a pas le temps. Mais si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à prendre ma carte, ou parce que je ne vais pas pouvoir rester après ou à venir me voir vers 17h quand je reviendrai, à la fin du séminaire, pour en savoir un peu plus. Il y a vraiment plein de façons d'aider les startups et on peut leur apporter autre chose que de l'argent et on peut être récompensé en part de la startup pour autre chose que de l'argent. Ça c'est ce qu'on appelle l'open capitalisme et c'est un mouvement qu'a lancé Dojo. Donc ça je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais remettre le logo de Dojo. Je vais laisser ça, c'est bien ça. Alors maintenant, donc si vous êtes intéressé par qui envisage de devenir business angel et d'aider des startups à se lancer? Bien, mes cartes de visite sont là, envoyez-moi un mail. Hop. Alors c'est accessoirement, alors une des choses très intéressantes à propos de la startup, qui n'est pas dans ces slides, mais par rapport à tout investissement, une start-up, soit ça se casse complètement la gueule, soit ça fait une performance énorme. Ce qui veut dire que par rapport aux fluctuations de marché, les bulles, etc., les bulles ou le bruit de marché sont complètement
anecdotique par rapport à la progression de la startup. Donc en fait, vous pouvez presque négliger le fait qu'il y ait des bulles ou du bruit sur le marché, la psychologie. Parce que si la startup marche, ce bruit ne sera non significatif par rapport au changement de valeur de la startup. Ça, c'est vachement important en termes d'investissement. D'ailleurs, en investissant dans plein de startups différentes, on peut aussi mitiger son risque en prenant des startups qui sont indépendantes. Alors maintenant, je vais vous parler de toute autre chose. Toute autre chose, mais un petit peu basée sur la même logique. Donc on a vu une startup. Ça. Près du... Pardon? Près de la caméra? Quand vous cherchiez les points. Non, c'est bon. Alors si je suis un vrai feignant, je garde cette courbe. Et comme je suis un vrai feignant, je vais garder cette courbe. Une startup, ça prend de la valeur. Et en fait, Dojo, les entreprises Dojo, sans être exactement des startups, en ont la même logique, avec cette prise de valeur beaucoup plus rapide qu'une entreprise classique. Je tourne un petit peu. Et mis au défi par Julien de proposer un investissement ressemblant à de l'immobilier avec un rendement de x2 en 5 ans, on a composé quelque chose s'appuyant sur cette croissance de valo et on a créé 4046. Alors qu'est-ce que c'est que 4046? En fait, 4046 c'est un nom de code. On a dit 2018 plus 5, ça fait 2023, fois 2, ça fait 4046. Donc déjà à la base, fois 2 en 5 ans, comment est-ce qu'on peut proposer un x2 en 5 ans? Ben, c'est tout con, on triche avec le système. On s'appuie sur les exonérations fiscales. Dojo, derrière Dojo, donc, il y a du coworking. Ce coworking, c'est fondamentalement comme un hôtel loue de l'espace à la découpe, une découpe par chambre et temporelle par nuit. Le coworking, on loue des bureaux au mois. Et grosso modo, quand on a un lieu, on sait combien on va pouvoir le louer, et statistiquement combien on a de gens qui sont dedans. Donc un espace de coworking, c'est un placement assez tranquille. À côté de ça, nous on sait développer des espaces de coworking. Si on nous file des sous, on va être capable d'en faire des choses qui vont rapporter de la valeur et rapporter du rendement. C'est le principe d'un entrepreneur. Un entrepreneur, vous lui donnez des moyens, et ces moyens, il en fait des choses. Et un investisseur donne les moyens. Et donc il y a plein de... Une des façons de donner ces moyens, en fait, c'est de passer par des intermédiaires. L'idée, en 4046, vous investissez dans l'entreprise qui s'appelle 4046. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une défiscalisation de mémoire de 25%. 25% qui vont rentrer dans votre poche. Ce qui veut dire que si vous investissez 100, en fait, c'est comme si vous n'avez risqué que... Je suis fatigué, moi. 75%. Que 75, pardon. Il n'y a pas de pourcent. Ce qui veut dire que si, dans 5 ans, on vous rend 150, vous avez fait x2. Jusque-là, vous êtes d'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut s'arranger pour que 4046 vous rende 150 dans 5 ans? Alors, c'est tout con. 4046 va faire un achat. Il va acheter à une entreprise du groupe Dojo des parts d'une entreprise. Ces parts des entreprises, Dojo sait qu'elles vont avoir une croissance comme ça, et est confiant qu'elles vont avoir une croissance comme ça. Donc ce que peut faire Dojo, c'est garantir, écoute, ces entreprises, tu me les achètes aujourd'hui à telle valeur, mais dans 5 ans, je te les rachèterai à une autre valeur.
C'est un accord signé par contrat, garanti par Dojo, par les différentes entités qui pèsent quelques dizaines de millions. Donc c'est pour cette entreprise, c'est un placement assez sûr. J'achète quelque chose, puisque fondamentalement un placement, c'est j'achète quelque chose et je le revends plus cher. C'est j'achète quelque chose à quelqu'un et il me garantit que dans 5 ans, il me le rachète plus cher. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on ne garantit pas directement là? Parce que ça, c'est une obligation légale. Si on fait ça, c'est considéré comme un placement non risqué et c'est pas la fiscalité change et vous n'avez pas droit à la défisque. Pourquoi il rachète plus cher? Alors, pourquoi il rachète plus cher? Parce qu'en fait, Dojo va en faire des choses de cet argent. C'est ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Et merci de la question, elle est excellente, j'avais oublié. C'est pareil pour vous, c'est l'une des raisons pour laquelle j'aime pas trop l'immobilier. Quand vous faites un achat immobilier, vous avez de l'argent immobilisé pour très longtemps. Ce qui fait que si vous avez une opportunité d'investissement plus intéressante, vous ne pouvez pas parce que votre argent est bloqué. Et fondamentalement pour Dojo, vous vendre ses parts qu'elle a maintenant, en échange d'avoir de l'argent, ça lui permet de saisir des opportunités business qui, pour elle, vaudront beaucoup plus que le gain qu'elle va vous augmenter. Donc, l'une des choses intéressantes en plus, c'est que du point de vue d'une banque, ce qu'on a fait là, c'est pas un prêt. Au final, pour Dojo, ça se comporte exactement comme si Dojo vous avait emprunté de l'argent. Mais en pratique, pour une banque, c'est pas un prêt, donc la capacité d'emprunt de Dojo ne baisse pas. C'est de la même manière que si vous vendiez un morceau de votre maison à un ami, pour vous permettre d'avoir le droit, un morceau de votre maison actuel, pour vous permettre d'avoir l'apport initial pour faire un autre achat immobilier, avec un effet de levier. Ben c'est pareil. Cet argent, il va nous permettre de faire des choses, et pour nous, ça a de la valeur de l'avoir. Et ça a suffisamment de valeur pour qu'on soit prêt à payer un morceau pour le faire. Donc, 4046 achète des parts de Dojo Créa, la filiale immobilière, Dojo Créa ou Dojo Work, la filiale immobilière de Dojo, et dans quelques années, les filiales immobilières de Dojo en fait, et dans quelques années, Dojo Group ou Dojo Next, les holdings Dojo, rachètent les parts à 4046, et 4046 décide de se dissoudre et de rendre leur argent à ses investisseurs, et les investisseurs, on se débrouille pour qu'ils gagnent 150, 150 c'est x2 par rapport à 75, ils ont fait x2 en 2023. Voilà, donc ça c'est une illustration d'innovation d'innovation financière que l'on peut faire en s'appuyant non pas sur l'immobilier mais sur les mécanismes d'entreprise. Et donc ça, c'est une opération qu'on a lancée. Julien par exemple a investi dans 4046. Pour ceux qui le connaissent, Alexandre Couache, qui est également partenaire Dojo, a investi dans 4046. Il me semble qu'il y en a quelques autres ici. Et donc, voilà. Donc, voilà une façon. Vas-y, pose ta question. Attends, je vais peut-être te passer un micro. Quel est le ticket d'entrée? Est-ce qu'il y a un plafond de crédit d'impôt? Alors, il y a un plafond de crédit d'impôt, mais honnêtement, je ne me souviens plus à combien il est. Je crois que c'est en centaines de milliers d'euros. Ça change tous les ans. Ça change tous les ans entre janvier et février. Donc le crédit, je ne l'ai pas en tête, mais c'est beaucoup. Ouais, je crois que c'est. Je crois que c'est en centaines de milliers d'euros. Et le ticket d'entrée, je crois qu'on l'avait fait en milliers. 2005. C'était 2005. 2005. Ah, encore une manif. Donc voilà, si cette opération vous intéresse, vous pouvez, d'ailleurs de façon amusante, une chose que j'ai dite à propos de l'investissement immobilier, c'est que vous pouvez le faire avec de l'argent que vous n'avez pas. En fait, c'est ouvert pour tout placement, mais pas à des taux aussi intéressants. Vous pouvez très bien faire un emprunt à la consommation à 4 à 5%, c'est les taux actuels ordre de grandeur, et aller chercher 5 000, 10 000 euros avec un emprunt à la consommation pour faire ce genre de placement. C'est tout à fait faisable. Il n'y a pas que dans l'immobilier qu'on peut emprunter pour placer. En revanche, ce n'est pas une mécanique qui est réfléchie. Une question. Concernant la défiscalisation à 25%, c'est sur le revenu imposable ou sur le montant de l'impôt
qui doit être payé. C'est sur le montant de l'impôt qui doit être payé. Ok, donc ça c'était la première question. La deuxième c'est est-ce que ce mécanisme-là fonctionne pour les personnes morales ou uniquement pour les personnes physiques? Alors sur les personnes morales, il n'y a pas de défiscalisation pour investir dans les entreprises à ma connaissance, il me semble. Je suis à peu près sûr que c'est... Donc non, ça ne marche pas pour les personnes morales. Là c'est pour les personnes physiques. C'est une certitude. Honnêtement, est-ce que c'est une certitude ou est-ce que c'est 99%. En fait, la défiscalisation de 25%, elle est pour les personnes physiques. Les personnes morales, il ne me semble pas qu'elles aient de défiscalisation, mais elles en ont par exemple pour les dons d'associations, elles en ont. Donc est-ce qu'il y aurait matière, en faisant une autre ingénierie financière, pour le retrouver? Mais honnêtement, je ne pense pas. Ça serait contre le fonctionnement de l'État, pour le coup. Donc, je pense que non. D'autres questions? Ok, bah, merci Joël pour cette démonstration. Voilà, alors... Et puis ceux qui sont intéressés, ben voilà, vous savez qu'il y a des possibilités d'investir pour 20% à l'année. C'est sur 50 ans, pardon? Alors non, c'est sur 5... Alors là, on a lancé cette année, on a fait 5 ans, donc vous mettez, en 2018, vous investissez dans 4046, et en 2023, dans l'esprit, 4046, l'entreprise 4046 sera dissoute, et les investisseurs récupéreront leurs sous. Ça, c'est écrit dans le contrat. Alors, en fait, c'est justement pas écrit dans le contrat, parce que sinon, on n'aurait pas le droit de le faire. C'est dans le contrat de vente des parts de 4040, le contrat d'achat de 4046 à Dojo. Mais ce n'est pas dans le contrat d'investissement. Sinon, il n'y aurait pas la défiscalisation. Juste, Joël, pour être tout à fait clair, le seul risque latent, si on doit mettre un risque quelque part, mais il n'y a pas de plaie, hein. Il y a une plaie mais pas mortelle, c'est si jamais Dojo était incapable de racheter les parts de 4046 à l'instant T. Voilà, tout à fait. Le seul risque qu'il y a, c'est si tout Dojo, donc le coworking, le consulting, l'accélérateur de start-up, l'événementiel, etc., donc une entité qui pèse plusieurs dizaines de millions d'euros, se retrouvait dans 5 ans incapable de racheter les parts. C'est le seul risque. Je vous avoue, il n'est pas bien élevé, ce risque. Il existe, mais fondamentalement, vous aurez toujours un risque. Quel que soit l'investissement que vous ferez, il y aura toujours un risque. Si une banque vous dit « je vous fais un placement garanti », la banque aussi peut mourir. Pourquoi avoir choisi 5 ans et pas 2? Alors ça revient à la notion de coût d'opportunité. D'abord parce que l'une des raisons, elle est juste esthétique, c'est parce que c'est le défi que nous a lancé Julien. Donc déjà, c'est une des raisons. Et une autre raison, c'est que l'argent, Dojo peut en faire des choses, mais Dojo ne peut pas en faire des choses instantanément. Donc, si vous nous prêtez de l'argent, parce que concrètement, pour nous, ça revient à l'équivalent d'un prêt, si on a de l'argent temporairement pendant 2 ans, on n'a pas le temps que cet argent fasse des petits et pouvoir rembourser. Donc, il fallait le faire sur une période un peu plus longue. D'ailleurs, on prête également, on emprunte également avec des taux intéressants, genre 6% par an. Et là, l'argent tombe tous les ans, il y a les intérêts qui tombent. Nous, ça nous intéresse d'avoir de l'argent frais disponible pour pouvoir faire des investissements de long terme pour nous. C'est un montant minimum ou pas? Le montant, 2500. Et vous cherchez combien? Honnêtement, on peut aller, à mon avis, quasiment autant qu'on veut. Si on a 200 000 €, on est très content. La première opération, je crois que c'était 40 000, quelque chose comme ça. Donc, on n'a pas de limite parce qu'on pourra toujours faire des choses intelligentes avec l'argent qui sera à notre disposition. Par rapport à un grand groupe qui a une stratégie figée, externe, Dojo, on est extrêmement agile. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur la première opération? La première opération, c'est exactement la même. Et en fait, fondamentalement, c'est juste, on va utiliser les mêmes véhicules pour vous proposer le même placement. C'est exactement ce que je viens de vous décrire. Voilà, Donc, je pense qu'ils ont...
On est un peu en retard sur notre planning, donc on va continuer. Donc je reviens vers 17h, 17h30. Si ça vous intéresse, on en parle après, voir si vous voulez rester ce soir pour en discuter, il n'y a pas de problème. Voilà. Très bien, merci de jouer.